Pause. Alors voilà, je sais que la vidéo n'a pas encore commencé, mais je voulais juste vous prévenir qu'à la fin de cette vidéo, donc après le générique de fin, je vais vous parler d'un message assez important sur la prochaine vidéo. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin, puis je vous dis à tout à l'heure. Hey, salut à tous mes futurs astrophysiciens. Mec, tu peux te barrer s'il te plaît? Non mais... Mec, t'es cadreur en fait à la base. Non mais c'est ouais, bon, non mais juste tu retournes derrière la caméra, Non mais je peux... tu te casses. Ça fait quand même 4 ans que je bosse ici donc... Ok, ouais. Tu sais, mec. Non mais tranquille, Voilà, c'est bon. t'arrêtes de parler. Non mais voilà. Non, mais les esclaves de nos jours. Oh, salut mes futurs astrophysiciens, ça va ou quoi? Voile lumineux aux couleurs changeantes flottant dans l'atmosphère, ou bien tour de magie céleste dû à des phénomènes encore inconnus. Aujourd'hui, mes chers astrophysiciens, nous parlerons des aurores boréales. Tout d'abord, pour tout bien mettre en ordre et tout bien comprendre, une aurore dite boréale ne désigne pas le phénomène lumineux se produisant aux extrémités de la Terre, puisque ceux-ci sont appelés aurores polaires. Et oui, l'aurore boréale désigne le voile lumineux qui peut se voir dans l'hémisphère nord seulement. Et du coup, c'est l'aurore australe qui désigne celui situé dans l'hémisphère sud. Les aurores polaires sont d'ailleurs compréhensibles que depuis peu de temps, puisqu'une explication cohérente de ce phénomène a été fournie par la NASA en 2008 grâce à la mission américaine Themis. Maintenant que vous faites la différence entre une aurore polaire et une aurore boréale, on va pouvoir passer au plus intéressant. Qu'est-ce qu'une aurore polaire? Déjà, une aurore polaire ne se déclenche pas à cause de phénomènes qui sont uniquement terrestres, puisque le soleil a sa part à jouer dans la conception de ses voiles lumineux. Pour tout comprendre, il faudrait prendre la planète Terre et la remplacer par un aimant. Un aimant qui posséderait tout comme la Terre, un pôle nord et un pôle sud. Parce que oui, la Terre possède un noyau fait de fer liquide, pour tout simplifier, qui tourne et crée dans cette rotation un champ magnétique invisible énorme qui agit comme bouclier autour de celle-ci. Et contre qui ce bouclier sert-il? Eh bien, il sert contre le soleil. Car celui-ci, quelquefois, a des réactions qui se produisent à sa surface, que l'on appelle éruption chromosphérique, ou bien même sursaut solaire, ou encore éruption solaire. Ou encore sursaut gamma, qui là est un peu plus violent. Ça n'a rien à voir, ça c'est des étoiles à neutrons. Et ces dernières envoient des sortes d'orages solaires et magnétiques, faits de particules hautement chargées, qui si elles touchaient la surface de la Terre, nous irradieraient sûrement et probablement tous. Bon, pour encore mieux comprendre, on va revenir au soleil. Lors d'un orage solaire s'accompagnant d'un orage magnétique et suivant une éruption chromosphérique importante, un nuage très vaste et dense de particules ionisées vont alors être éjectées par le soleil et vont voyager à travers l'espace jusqu'à nous. Mais ces particules vont rentrer en collision avec le bouclier magnétique de la Terre, la magnétosphère. D'ailleurs, cette magnétosphère possède une forme très spéciale due à la force magnétique exercée par les particules qui la heurtent, puisqu'elle est plutôt écrasée sur la partie face au soleil, donc la partie jour, et plutôt allongée sur la partie nuit. Et ce tellement que les lignes magnétiques sont presque parallèles entre elles. Quand les particules vont heurter la magnétosphère, la plupart d'entre elles vont être redirigées vers les confins de l'espace, tandis que les autres vont être piégées par la magnétosphère arrière. Les particules ionisées vont alors être captées et canalisées par les lignes du champ magnétique terrestre dues à certains phénomènes magnétiques. Ils vont donc être redirigés vers certaines zones terrestres appelées zones aurorales ou cornées polaires. Et je vais pas regarder ma feuille. Les pôles agissent alors comme de puissants aimants qui attirent les particules solaires. Celles-ci se heurtent à la couche supérieure de l'atmosphère, l'ionosphère. Les particules, électrons, protons et ions positifs excitent ou ionisent à leur tour les atomes de la haute atmosphère. Les atomes excités par les particules ne peuvent rester dans cet état. Et les électrons changent alors de couche en libérant au passage un peu d'énergie en émettant un photon. Les couleurs émises, donc c'est-à-dire celles des photons, dépendent de la nature des molécules. Comme la nature de ces ions, qu'ils soient oxygène, hydrogène, azote, dépendent de leur altitude, ceci explique alors la variation des teintes de couleurs des arcs auroraux, qui se déploient dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1000 km. C'est à cet endroit où toutes les teintes du spectre chromatique sont possibles d'apparaître. Les phénomènes auroraux prennent plusieurs teintes différentes, passant du vert au rouge, du rose au violet, etc. etc. L'étude spectrographique de la lumière émise montre la présence de l'oxygène, qui émet des raies vertes à 557 nanomètres et une double raie rouge à 630 et 636 nanomètres.
entre 120 et 180 km d'altitude. Tandis que l'azote et certains de ses composés ainsi que de l'hydrogène émettront des raies à 656 nanomètres lors des aurores à protons. Aux plus basses altitudes, la couleur observée le plus fréquemment est le pourpre, qui se situe à peu près entre 90 et 100 km. L'excitation des molécules, atomes et ions d'oxygène et d'hydrogène, sont à l'origine des principales couleurs. L'oxygène émet principalement du vert et du rouge, tandis que l'azote émet principalement du bleu, du rouge et du violet. Les atomes d'hélium et d'hydrogène, elles, produisent des couleurs qui s'approchent du bleu et du mauve. L'atmosphère a des densités d'oxygène et d'azote qui varient avec l'altitude. En effet, au-dessus des 200 km, l'oxygène est plus dense que l'azote, ce qui explique la prédominance de vert dans les aurores polaires. Excitées, certaines molécules de diazote vont interagir avec l'oxygène, causant une émission additionnelle de vert. Pour information, certaines aurores polaires ont été plus puissantes que d'autres. L'ionisation résultant de l'afflux de ces particules ont pu déjà créer et provoquer des nuages ionisés, causant la réflexion des ondes de radio, ce qui fait que certaines radios ont pu dysfonctionner ou mal fonctionner et c'est problématique. Aujourd'hui, les régions les plus concernées par ces phénomènes auroraux et donc les régions les plus incontournables pour espérer voir un jour ces spectacles magistraux sont l'Amérique du Nord avec l'Alaska, le Groenland et le nord du Canada, ainsi que le nord-ouest de l'Europe avec l'Islande, la Finlande, la Norvège, la Suède, et il y a aussi le nord de la Russie ainsi que bien évidemment l'Antarctique. Il faut savoir aussi que les aurores boréales ont presque toujours été observées et qu'elles ont impressionné et intéressé beaucoup de nos ancêtres. Dans l'Antiquité par exemple, aussi bien en Occident qu'en Chine, les aurores boréales étaient considérées comme des phénomènes représentant des serpents ou des dragons géants. Les aurores polaires sont d'ailleurs associées à de nombreux mythes et légendes. Leur teinte rouge est associée au sang, ce qui fait que certains Inuits de l'est du Groenland pensaient que les aurores boréales étaient seulement une réaction des enfants morts-nés. A partir de 1957, l'exploration spatiale a permis un meilleur développement et une meilleure compréhension des aurores polaires, car on a pu les observer sur d'autres planètes comme Mars ou Jupiter. En 1975, le programme franco-russe ARCAS parvient à recréer une aurore polaire artificiellement. Bon, bien évidemment, j'ai pas dû donner toutes les dates et toutes les personnes qui ont pu étudier les aurores polaires parce qu'il y en a beaucoup trop et que les informations que je n'ai pas données ne sont pas vraiment intéressantes. Pour ceux qui peuvent voir ces aurores polaires, ce sera pour eux un spectacle incomparable et inoubliable. Un déluge de nuées colorées, zébrées dans le ciel, un effet visuel éblouissant étant créé par une succession de voiles nébuleux, distillant dans une atmosphère féerique. Voilà, vous venez de voir une aurore polaire. Et voilà mes futurs astrophysiciens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était le 3e épisode de ma petite série Le Cours du Temps, donc voilà, j'ai essayé de mettre un thème assez particulier, un thème assez féerique et magique. C'était un sujet assez complexe à traiter parce qu'il fallait à la fois qu'il plaise et qu'il raconte et qu'il soit assez précis. J'ai essayé de mettre dedans autant de choses magiques et en même temps scientifiques pour que ça vous plaise. J'espère avoir réussi. Enfin voilà, vous pouvez vous abonner, faire tout ce que vous voulez, enfin bref. Moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode du Cours du Temps. Donc voilà, vous êtes actuellement en train de visionner le message dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc pourquoi est-ce que je le fais? C'est très simple. Donc la prochaine vidéo que vous allez voir, ce sera une vidéo d'expérience, il me semble, s'il n'y a pas de problème. Et ce sera une expérience assez particulière. Donc comme vous avez pu le voir sur YouTube ces derniers temps, beaucoup de vidéastes essayent de mettre en scène le fait de sauver la planète. C'est-à-dire de faire du tri, de moins polluer, d'essayer de faire attention à ses déchets et tout ça. Comme McFly et Carlito par exemple, qui vont à Paris ramasser beaucoup de déchets à peu près partout. Donc je trouve ces vidéos vraiment superbes parce qu'ils essayent d'influencer les jeunes à justement moins polluer et faire attention à leurs déchets. Tout ça pour vous dire que l'expérience que je vais faire dans quelques semaines va être une expérience justement qui abordera ces sujets de l'impact de l'homme entre guillemets sur la nature. Vous êtes habitués maintenant sur ma chaîne à des vidéos d'expérience comme de la pâte explosive, à des réactions chimiques entre plusieurs produits. Et là, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura une réaction, mais on va pas l'aborder de la même manière que d'habitude. Là, on va plus mettre en avant le côté de la pollution dégrade la nature et non de c'est trop cool de jouer avec des ingrédients qui réagissent entre eux. Bon, si je vous préviens, en fait c'est juste parce que la vidéo donc sera une expérience totalement différente.
on va l'aborder différemment par rapport à d'habitude et que je sais que ça ne plaît pas forcément à certains qui trouvent l'idée de protéger la planète totalement futile et ce qui est d'ailleurs dommage. Sinon, pour ceux qui aimeraient essayer de se lancer à aider la nature et à faire quelque chose pour l'environnement, eh bien plusieurs choses sont apparues ces derniers temps. Tout d'abord, il y a quelque chose qui s'est pas mal démocratisé ces derniers temps sur les réseaux et un peu partout, c'est le fait de contribuer et de participer à certains groupes de nettoyage et justement d'aller dans certains endroits comme par exemple des villes, des plages, des fleuves et certains endroits de la planète où la pollution et les déchets sont abondants. C'est vrai que ça existe depuis longtemps, mais ça se développe surtout maintenant, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est que vous pouvez très facilement sortir de chez vous et justement aider et apporter quelque chose contre les problèmes du monde. Sinon, pour ceux qui veulent tenter quelque chose, un autre challenge et quelque chose de plus différent, il y a un projet qui est apparu sur les réseaux sociaux où les vidéastes d'ailleurs se mettent en avant pour vous le proposer. Ce projet s'appelle On est prêt. On est prêt en fait consiste à s'inscrire tout simplement sur un site et à dire voilà je suis prêt à relever un défi le 15 novembre, donc voilà c'est la date donnée. Le 15 novembre, vous serez prêt à relever un défi pour aider la planète tout simplement et pour lutter contre la pollution. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop saoulé avec mes histoires d'aider la planète et de lutter contre la pollution et les déchets, quoique j'espère quand même en avoir convaincu quelques-uns d'entre vous. En tout cas, c'est un état d'esprit et quelque chose à essayer au moins une fois dans sa vie, donc si vous voulez le faire, allez-y, rien ne vous arrêtera, et puis au contraire, faites-le. Et du coup, moi je vais vous laisser là maintenant, je vous dis à la prochaine pour la future expérience. Salut!